Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de ce mardi 23 juin. C'est une mesure pour inciter la population à se déplacer à vélo pendant le déconfinement, bénéficier d'une aide de 50 € pour faire réparer son deux roues. Le dispositif lancé par le gouvernement est valable jusqu'au 31 décembre. Reportage dans une boutique yvelinoise. Lui a choisi les rollers pour faire son tour de France. Ligny-Montain Thomas Derrick s'est lancé dans cette traversée la semaine dernière. Nouveau défi pour l'aventurier qui a déjà parcouru le désert de sel en Amérique du Sud l'an passé. Et puis c'est l'une des manifestations phares de l'art contemporain dans le département. Sculpture en Lille revient pour une 23e édition à Andrézy. L'événement se déroulera du 2 juillet au 1er novembre. Mais avant de débuter ce journal, cette tendance qui semble se confirmer dans les Yvelines, l'épidémie de coronavirus continue son recul. Au dernier chiffre donné par l'ARS hier lundi, 431 patients étaient hospitalisés sur le territoire, soit 14 en moins en 24 heures, même si dans le même temps on a enregistré 8 nouvelles hospitalisations dans le département. Entre dimanche et lundi, les réanimations ont aussi légèrement baissé, elles s'établissent désormais à 23. Les Yvelines où la Covid-19 a fait 514 victimes à l'hôpital, un décès supplémentaire en 24 heures. Et depuis le début de la crise sanitaire, 2085 personnes ont été guéries d'une forme grave du virus. C'est une nouvelle maison de santé qui voit le jour à Plaisir. Les locaux provisoires de la Ruche, le nom donné à cet établissement, ont été tout récemment inaugurés en présence de la présidente de la région Île-de-France. Les détails avec ce sujet de Marilène Yapichino et de Nicolas Dandry. Provisoirement située dans les locaux de l'hôpital de Plaisir, le temps de la construction d'une maison de santé toute neuve sur le terrain voisin, la Ruche a ouvert ses portes en février et accueille déjà 4 praticiens paramédicaux. Ce qui est très important ici à Plaisir, c'est d'avoir adossé la maison de santé à l'hôpital de Plaisir. C'est donc de permettre à toutes les personnes qui sont malades d'avoir un trait d'union entre l'hôpital et la ville. À peine ouverte, la maison pluridisciplinaire de santé a dû fermer pendant le confinement. Les praticiens commencent donc doucement à prendre leur marque et se montrent motivés par ce projet. La difficulté en libéral, c'est d'être isolé et d'être seul. Donc l'intérêt d'être dans une équipe pluridisciplinaire, c'est d'échanger avec des collègues, de créer des projets. Si 4 paramédicaux se sont déjà installés, le plus difficile reste de trouver les médecins généralistes qui intégreront la maison de santé définitive. Cette infirmière libérale originaire de Plaisir aide la ville à convaincre de jeunes médecins de s'installer dans la commune. Donc on en a un qui est sûr d'intégrer la maison de santé définitive, donc début 2023, nous l'espérons et normalement c'est presque fait, mais nous en cherchons 2 autres. Donc je continue avec mes collègues à séduire, à parler de notre maison de santé. Parmi les objectifs de la Ruche, pouvoir proposer des créneaux d'urgence sans rendez-vous. Le bâtiment de 600 mètres carrés financé par le département devrait être livré d'ici 2023. La ville de Plaisir en assurera la gestion. La page dédiée au second tour des élections municipales, c'est ce dimanche et à quelques jours de ce scrutin à La Verrière. Nicolas Dainville, tête de liste Une Nouvelle Dynamique pour La Verrière et conseiller d'opposition, a saisi le procureur de la République de Versailles. La raison, il demande une vérification sur la légalité de l'occupation d'un logement municipal par Nelly Dutu, maire sortante et également candidate dans la commune. Des faits qui remontent à 2015. Explication avec Nicolas Dandry. Le courrier date du 20 juin 2020, une demande de saisine du procureur de la République de Versailles formulée par Nicolas Dainville. Candidat aux élections municipales de La Verrière, il souhaite vérifier la légalité d'un fait concernant la maire sortante Nelly Dutu, l'occupation d'un logement municipal à partir du 10 juillet 2015. On a mobilisé des juristes qui ont estimé qu'il n'y avait aucune obligation légale de la mairie d'accorder ce logement à Madame Dutu. Et donc, Madame Dutu a eu un avantage, elle a bénéficié de cet appartement municipal alors qu'il n'y avait aucune obligation légale à le faire. Dans tous les porte-à-porte qu'on a fait, il y a un grand ras-le-bol face à ce que des citoyens, élus ou simples habitants, qualifient de copinage. Et c'est vrai que ces faits m'ont été rapportés assez tardivement, il est vrai, mais c'est un moment important pour clarifier les choses. Mise en cause, Nelly Dutu a décidé de nous répondre, une déclaration écrite lue par visioconférence. J'ai eu un logement de fonction en septembre 2007, auquel j'avais droit de par mon statut d'institutrice, exerçant sur la ville.
Quand j'ai obtenu le statut de professeur des écoles, j'ai payé un loyer pour ce même logement en toute légalité. Une fois maire, après la décision de la démission de monsieur Hajaj, je tenais à habiter à la Verrière. Je n'avais pas le droit au logement social. J'ai donc cherché un logement dans le privé que j'occupe depuis août 2018. Voilà les faits. Et bien sûr, la procureure de la République de Versailles avisera. Mais bien sûr, monsieur Dainville s'attaque à ma personne pour faire oublier qu'il n'a pas de programme global et cohérent dans l'intérêt de la ville. La campagne se poursuit, les électeurs de la Verrière sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin. D'ici le 28 juin, focus sur les candidats engagés. À Guyancourt, ils sont 3 pour ce second tour, dont le maire sortant François Morton, tête de liste de Guyancourt pour tous 2020. Décidons ensemble à Guyancourt. Au premier tour, il est arrivé premier. Il a 2 minutes pour vous convaincre. La liste Guyancourt pour tous 2020, c'est une équipe qui est diverse dans ses parcours, dans ses engagements. Elle est renouvelée aussi aux 2/3, c'est important de le dire. Ce sont tous des femmes et des hommes qui ont montré par le passé leur engagement pour l'intérêt général en général et pour les Guyancourtois en particulier. C'est une équipe aussi qui se reconnaît dans des valeurs fortes, des valeurs de gauche, voilà, car nous sommes une liste de gauche et non pas sans étiquette comme certains autres le disent. Ce programme, nous l'avons voulu lisible, cohérent et réalisable. Alors, il est articulé autour de valeurs telles que les solidarités, l'éducation et une volonté de renforcer également nos actions dans le domaine de la transition écologique. Alors, pour illustrer ces valeurs, nous agirons pour que chacun puisse continuer à vivre à Guyancourt, notamment au travers des équilibres dans l'habitat, par exemple, mais aussi dans les équilibres entre espaces verts et espaces habités, et également sur des points qui ont fait effectivement leurs preuves, tels que le maintien, par exemple, de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. J'ai été sollicité, mes prédécesseurs également, de manière très récurrente par l'Éducation nationale pour ouvrir les écoles habituellement la première semaine du mois de juillet, la dernière du mois d'août, pour des stages de remise à niveau. Nous nous sommes toujours refusés. Cette année, je vais le faire, effectivement, parce que je trouve que c'est une année particulière et que certains élèves en auront besoin. La deuxième décision que je vais prendre, c'est une réelle programmation culturelle, ludique, événementielle pour l'été à Guyancourt, parce que là, encore une fois, très probablement que certaines personnes qui habituellement partent en vacances ne vont pas partir. Et enfin, dans un délai peut-être un petit peu plus lointain, mais pas très lointain, nous allons mettre en place les groupes Action Projet, donc qui sont des groupes de travail qui mêlent élus, services de la ville et habitants pour effectivement un certain nombre de projets. L'un de ces projets pourrait être par exemple le bassin Les Vigues au bout du Mail des Saules. Autre maire sortant en lice à Voisins-le-Bretonneux, où c'est également une triangulaire pour le second tour. Alexandra Rossetti en tête après le premier tour mène la candidature Alexandra Rossetti 2020. Nous lui avons donné 2 minutes aussi pour vous convaincre. C'est pas un petit plus, mais c'est un véritable atout pour la ville. C'est une équipe qui est apartisane, qui est implantée dans tous les quartiers de façon équitable. Et c'est une équipe représentative des Vicinois. Et c'est également une équipe où il y a des gens qui sont très anciens Vicinois ou alors de tout nouveaux Vicinois, mais qui partagent en tout cas la même vision de la ville, de préservation de la qualité de vie et de son art de vivre, mais aussi de son futur. Le point phare, ce sera le lancement de l'écoquartier de la Remise, qui a été présenté aux habitants en décembre, mais qui devra être exemplaire en termes d'aménagement, puisque la nature va vraiment y trouver une place forte. Le sport sera parfaitement intégré, il y aura des commerces et puis bien sûr des modes de déplacement doux. Et ce sera vraiment un quartier exemplaire. Je tiens tout de suite à relancer les dossiers de fond qu'on a abordés avec Saint-Quentin-en-Yvelines en particulier, comme la rue de la Mérantaise Nord, la passerelle Beaufil. Voilà, on a fait pas mal de choses avec eux, avec des ateliers, on a travaillé avec les habitants. Donc tout ça est à remettre en route.
Et puis, je tiens également à mettre en place rapidement une task force, comme on dit, sur le problème de la circulation pour relancer le dialogue, pour avoir un calendrier d'action qui soit réaliste et concret. Il y a également le projet du cimetière, bien sûr, qui est à relancer et on a maintenant toutes les études nécessaires pour pouvoir faire des choix avec les habitants. Et puis, bien sûr, il faut absolument, c'est une évidence, tirer les leçons de la crise, répertorier, mettre en place les actions nécessaires suite à cette crise sanitaire, en lien évidemment avec la crise économique, pour que la commune joue son rôle d'amortisseur social. Enfin, on termine ce tour d'horizon à Trappes. Ali Rabet est la tête de liste de la Gauche Unie pour que Trappes respire, classé en première position le 15 mars dernier. Présentation également en 2 minutes. Je suis le seul candidat habitant à Trappes, trappiste, et ma liste est 100% trappiste. Les 41 colistiers sont tous des résidents des quartiers de la ville de Trappes. Ils ont des engagements à Trappes. Pour les uns, présidents d'associations, une douzaine de présidents se sont engagés dans ma liste pour l'avenir de Trappes. Et pour les autres, ils sont bénévoles dans les associations qui font du soutien scolaire, les associations humanitaires de la ville. Nous avons des délégués de parents d'élèves, des trappistes qui sont ancrés dans le réel, qui agissent déjà depuis des années pour transformer leur ville au quotidien et qui, là, ont pris la responsabilité de s'engager politiquement pour présenter un programme. Nous considérons que la ville de Trappes a été beaucoup trop bétonnée ces dernières années. Si la transformation urbaine était nécessaire dans les années 2000, elle a été beaucoup trop loin, notamment dans les nouveaux quartiers. Et nous constatons qu'y compris dans les zones pavillonnaires, les quartiers sont grignotés par le béton et des bâtiments remplacent les petits pavillons. Il sera temps de cesser la bétonisation. C'est un des engagements forts de notre équipe. Et au sein de notre programme, nous avons mis une priorité, le verdissement de nos squares, la création d'aires de jeu de proximité, pour que les familles puissent s'épanouir dans un espace qui ne soit pas encerclé par le bitume et le béton d'autre part. Donc c'est une caractéristique de notre équipe. La première chose que je ferais, c'est de réunir les directeurs d'école de Trappes pour renouer une relation de confiance avec ces directeurs et ces directrices. La relation entre la municipalité et l'école s'est dégradée ces dernières années par manque de confiance, par manque de travail en commun. Et donc la première chose que je ferais, c'est de réunir ces directrices et directeurs, notamment pour organiser avec eux le passage à la semaine de 4 jours dès la prochaine rentrée scolaire. Ça supposera évidemment que nous travaillons main dans la main pour assurer la continuité éducative que l'on doit à nos enfants, faire en sorte que le passage aux 4 jours soit accompagné d'un projet périscolaire ambitieux, notamment pour le mercredi matin, et également que nous puissions mettre en œuvre dès le mois de septembre l'heure d'études gratuite après l'école, qui permettra aux enfants de rentrer à la maison en ayant fait leurs devoirs, accompagnés par des enseignants volontaires salariés par la ville sur ce temps de travail et par des animateurs diplômés sélectionnés par la ville de Trappes. Et ce soir, ne manquez pas un nouveau numéro de nos débats en vue du scrutin des municipales. Ce mardi, ce sont les candidats de la ville des Clés-sous-Bois qui discuteront et débattront de leurs idées. Émission à voir sur TV78 et à écouter aussi sur Radio Sensation Yvelines, fréquence 98.4. Coup de pouce vélo, c'est le nom de ce dispositif dont je vous parlais dans les titres. Il a été mis en place par le gouvernement depuis le 11 mai afin d'encourager les Français à privilégier le vélo pour leurs déplacements. À Montigny-le-Bretonneux, une jeune entreprise spécialisée dans l'entretien et la réparation des vélos voit d'ailleurs son activité exploser ces dernières semaines. Aurélie Onze. Ce petit atelier installé dans le centre-ville de Montigny-le-Bretonneux a ouvert le 2 juin dernier. Une ouverture suite à la mise en place par le gouvernement de la prime coup de pouce vélo dans le cadre du déconfinement. L'aide, pouvant aller jusqu'à 50 € permet une remise en état complète du 2 roues. Aucune démarche pour le client, c'est l'État qui rémunère directement l'entreprise. C'est beaucoup de la remise en état pour des personnes qui souhaitent aller au boulot en vélo, qui souhaitent utiliser le vélo beaucoup plus souvent. Donc c'est souvent des vélos qui ressortent de la cave depuis des années, qu'on a laissé dans un coin parce qu'on n'a aucun intérêt à réparer un vélo, parce qu'on ne veut pas. Et donc la prime a permis justement à des personnes qui ne faisaient pas de vélo mais qui en avaient un, qui en possédaient un, de le réparer. Et donc j'espère d'en faire après pour aller à droite à gauche, quoi. Vélove propose un forfait à 55 € qui comprend l'entretien.
Pour un changement de pneu ou de pièce, c'est en supplément. Pas besoin de rendez-vous, les usagers viennent directement à l'atelier déposer leur vélo. En moyenne, 24 heures suffisent pour un check-up. Il faut garder une correspondance, plus on va vite, plus on va chercher à être sur le grand plateau ici et sur le petit pignon derrière. J'arrivais plus à passer certaines vitesses, voilà. Donc c'était l'occasion. Je n'ai eu à débourser que 5 €. Pour ceux qui ont du mal, oui, c'est très bien pour inciter à remettre en état le vélo ou à faire plus de vélo. Oui. En 10 jours, une soixantaine de clients ont emmené leurs 2 roues dans cet atelier pour se refaire une santé. Le dispositif gouvernemental est valable jusqu'à fin 2020. Lui a chaussé ses rollers après avoir traversé le désert de sel en Amérique du Sud. Thomas Derick s'est fixé un nouvel objectif. Cet Inimontain de 21 ans doit parcourir du nord au sud la France sur ses rollers. Et il est parti la semaine dernière depuis Lille avec une amie. Mickaël Elmidoro les a interrogés. Une nouvelle aventure pour Thomas Derick. Cet Inimontain de 21 ans va tenter de traverser la France en roller. Et oui, vous avez bien entendu, ce sportif de l'extrême est parti la semaine dernière depuis Lille pour rejoindre le sud avec son amie Justine Andrès, 22 ans, originaire des Vosges. Bonjour à tous les deux. Alors, comment vous est venue cette idée ? Bonjour Mickaël. Alors cette idée, elle est venue un peu communément suite au Covid. On s'est dit que c'était le bon moment pour voyager dans notre pays, en France. Et le roller, c'est une pratique qu'on aime tous les deux, donc on s'est dit du coup que ça pouvait nous réunir pour un voyage. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes vraiment de votre aventure ? Comment ça va se passer ? Alors, on a commencé donc depuis Lille, là où on a récupéré nos rollers. Et ensuite, on a quelques grandes étapes vers Reims, vers Dijon, ensuite vers Valence. Et ensuite, le but, c'est d'arriver au moins à Marseille. Et après, ce sera que du plus. On veut vraiment arriver dans le sud et après, ce sera que du plus. Et comment ça va se passer ? Ça sera plutôt des petites routes ? C'est ça, plutôt des départementales ou des pistes cyclables. On évite toutes les grandes routes où on ne peut pas rouler. Mais majoritairement, on essaie de pistes cyclables. C'est plus sécuritaire pour nous. Alors, est-ce que tout est défini, Thomas Derick ? Ou est-ce que vous laissez un petit peu de place au hasard ? On est prêt à remettre en question notre itinéraire. On peut très bien changer de trajectoire au fil du voyage. C'est avant tout l'idée, c'est avant tout de profiter. On n'a pas vraiment d'objectif sportif. On n'a pas de kilométrage de prévu tous les jours. C'est vraiment plus souple. Et le plus important pour nous, c'est de faire des rencontres pendant le voyage. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos rollers ? Est-ce que ce sont des rollers classiques ou ce sont des rollers professionnels ? Alors, on a des rollers Oxelo MF 900, c'est des rollers classiques, ce sont des bons rollers, mais entrée de gamme accessible. C'est pas des rollers à 400 ou 500 € professionnels. Donc finalement, c'est des rollers qu'on trouve dans n'importe quel décathlon. Donc c'est vraiment, ce qu'on fait, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Est-ce que vous avez également un sac à dos aussi avec vous ? On a un sac Oxelo par litre, donc un petit sac chacun, ça fait 40 litres à deux. 40 litres, c'est très peu pour traverser un pays, c'est pratiquement rien en fait. C'est aussi un défi logistique de ces voyages. Et ce n'est pas trop compliqué justement d'avoir un sac à dos avec des rollers ? Non, ça va parce qu'il est assez petit, assez compact et c'est plutôt agréable de l'avoir sur le dos au final. C'est pas tant dérangeant. Et comment vous faites pour dormir ? On a la tente dans le sac avec les duvets. Donc, dans 2 sacs 20 litres, faire rentrer la tente, les duvets, la trousse de toilette et le reste de l'équipement, plus des pièces de rechange pour les rollers. C'est vraiment un défi. Enfin, c'est Tetris dans le sac. C'est assez amusant. Mais on a tout sur nous. On est capable d'être en autonomie. Donc voilà, on peut poser la tente au bord de la route s'il faut. Mais la majorité du temps, on essaie de sonner du coup chez les gens pour qu'ils nous accueillent dans leur jardin et on dort chez les gens. Ils sont très accueillants avec nous, ils nous donnent à manger, à boire. Donc on fait aussi de belles rencontres. Justement, vous êtes parti il y a une semaine. Pour l'instant, tout va bien. Les habitants ouvrent leurs portes assez facilement. Tous les soirs. Alors tous les soirs, on a dormi dans des jardins. Donc tous les soirs, on a rencontré des gens. Parfois, ils nous ont invités à dîner. Là, par exemple, ce soir, on passe une deuxième nuit chez l'habitant chez qui on se trouve à Guise, dans l'Aisne. Et on va dîner avec lui ce soir. Donc on fait toujours de belles rencontres. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une rencontre, négative. Ce sera vraiment... ce sera pas grand-chose par rapport à
toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées à côté. Est-ce que ce n'est pas trop dangereux de faire ce périple en roller, en sachant que vous êtes sur la route quasiment tout le temps? Si, c'est dangereux. Je te laisse en parler. Il y a 2 jours, dans une descente, en fait, j'ai fait une mauvaise chute et mon genou a cogné sur le béton. Du coup, j'ai dû faire un petit détour aux urgences pour vérifier qu'il n'y avait rien de cassé. Donc, tout va bien, je peux continuer à reprendre. Mais c'est sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques étant donné qu'on est sur le bord de la route tout le temps et que on peut tomber, on peut se faire mal. Et avec les automobilistes, pour l'instant, ça se passe bien? Ça se passe bien, mais chaque route, c'est un petit peu une découverte. Disons, on a souvent peur de tomber sur des automobilistes qui ne font pas très attention. Donc le danger, il est là, c'est le plus grand danger de ce voyage. À chaque fois, on a vraiment, des fois, des gens nous frôlent, on a vraiment peur d'une mauvaise rencontre avec une voiture. Et même chuter sur une départementale, ça peut ne pas pardonner. Donc ça, c'est vraiment l'aspect compliqué du voyage. Alors Thomas Déric, vous êtes un habitué des traversées extrêmes, hein, on peut le dire. Vous avez par exemple traversé le désert de sel en Bolivie l'été dernier, le Salar d'Uyuni. Est-ce que cette aventure en Bolivie vous sert aujourd'hui? Ouais, disons que c'est des aventures qui m'ont vraiment donné confiance en moi. Et du coup, voyager en France aujourd'hui, ça me paraît moins dangereux, moins compliqué, moins stressant que si je l'avais fait avant mes traversées dans les déserts de sel. Mais chaque voyage est différent et en fait, on a des peurs qui à chaque fois sont très différentes. Par exemple, quand Justine elle est tombée, j'avais une problématique que j'avais pas dans le désert, c'est-à-dire je m'inquiétais pour quelqu'un d'autre que moi. Et chaque voyage est différent. C'est sûr que ça m'aide aujourd'hui, mais j'avais par exemple pas de voiture à gérer dans le désert. Donc, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la chance. C'est ça. De la chance avec les voitures. Merci à vous deux et à bientôt sur TV78 pour le débrief de votre aventure. Cette bonne nouvelle pour les amateurs d'art contemporain, Sculpture en Lille aura bien lieu. La 23e édition se tient du 2 juillet au 1er novembre à Andrézy. 60 œuvres y seront exposées. Certains artistes sont d'ailleurs déjà sur place pour le montage de leur création. Reportage Manon Varaldo. En pleine nature, cet artiste finalise sa sculpture dans le parc de l'hôtel de ville d'Andrézy. Originaire de Côte d'Ivoire, ce peintre-sculpteur est en pleine réalisation du Fédieni, l'oiseau protecteur. Il fait partie des 13 artistes présents pour la 23e édition de Sculpture en Lille. Parce qu'elle protège la population. C'est un symbole de maturité, de fertilité et de fraternité. Je l'avais prévu. Elle l'a représentée ici, mais elle a coïncidé un peu avec l'actualité qui se passe en ce moment, avec ces histoires de racisme aux États-Unis, ici avec l'affaire Adama en France, tout ça. Donc j'ai jugé bon de représenter un peu un élément qui peut-être réunirait un peu tout le monde. Cette œuvre est réalisée avec le bois de la Seine car pour cet artiste, il est important de s'acclimater à l'endroit où il se trouve et utilise seulement des vis. Un peu plus loin, cet artiste, lui, utilise du gaffeur pour son œuvre, l'araignée de la maison du Moussel. L'œuvre, c'est une anamorphose. Donc l'anamorphose, c'est une déformation optique. Et si vous voulez, lorsqu'on se retrouve confronté à une anamorphose, on se retrouve confronté à un espace, à des volumes, à du relief. On a d'un côté un bâtiment qui est remarquable par son architecture. C'est un bâtiment de style Louis XV édifié par un architecte à la fin du 19e. Et puis de l'autre côté, on a une œuvre de la nature, une pure œuvre de la nature, la toile d'araignée. Pour voir les 60 œuvres de l'exposition d'art contemporain, le circuit de visite sera modifié à Andrézy en raison de la crise sanitaire. Les artistes vont exposer leurs œuvres sur le centre-ville d'Andrézy, comme chaque année. Simplement, il n'y aura pas les expositions dans l'île elle-même, puisque dans l'île elle-même, comme vous le savez, nous avons dû limiter le nombre de visiteurs dans l'île, le nombre de visiteurs qui passent en bateau, et que donc, pour cette année, la manifestation se fera uniquement sur le centre-ville du parc de la Maison du Moussel, jusqu'à la place du Humier.
La manifestation a été décalée, elle débute le 2 juillet et sera prolongée jusqu'au 1er novembre. L'exposition Sculpture en Lille a accueilli l'année dernière plus de 50 000 visiteurs. Et puis autre bonne nouvelle avant de vous laisser, le musée d'archéologie nationale rouvre ses portes à partir de demain mercredi. Un important travail de préparation était nécessaire sur place pour accueillir les visiteurs après 3 mois de fermeture. Un protocole sanitaire a été pensé, masque obligatoire dès 11 ans, limitation du nombre de visiteurs, signalétique au sol. Un nouveau parcours allant de la préhistoire jusqu'à la Gaule celtique sera accessible en visite libre au tarif réduit. Il est également proposé des visites conférences et la visite des toits exceptionnellement présentée par le directeur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.